Camarades, bonjour. Empty your mind. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter une vidéo que j'ai faite avec mes petites mains Be formless. pour essayer de vous expliquer ce que j'entends par ce concept de football liquide. Et Shapeless. Like water. que, évidemment, c'est une tactique de foot dans laquelle vous retrouverez Pep Guardiola, Jorge Sampaoli, Mikel Arteta ou Luis Enrique, mais vous retrouverez surtout les grandes révolutions intellectuelles, philosophiques du XXe siècle. Le football liquide, c'est une certaine manière de penser le football dans lequel on voit une équipe non pas comme une machine, mais plutôt comme un organisme vivant. Les équipes sont des organismes vivants, et comme ce sont des organismes vivants, il ne s'y passe jamais rien comme prévu. Be water, my friend. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. La dernière fois, je crois qu'elle était employée par Habib Beye lors d'une conférence de presse à Rennes. Moi-même, j'en avais donc parlé dans l'after il y a quelques mois concernant le football de Sampaoli à Marseille. Alors les entraîneurs qui l'utilisent souvent sont souvent des entraîneurs espagnols d'ailleurs, donc Pep Guardiola, Mikel Arteta, Luis Enrique aussi. Alors soit ils l'emploient directement, soit on l'emploie pour eux. En tout cas, c'est une notion qui est présente et essentiellement dans le football espagnol aussi. Je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu le point de départ de la révolution tactique du football espagnol. D'abord, première chose, le football liquide, ça désigne un paradigme. C'est-à-dire un paradigme, ça veut dire un modèle. Un modèle dans lequel les idées de jeu sont développées. C'est-à-dire c'est pas une tactique en tant que telle, c'est une certaine manière de concevoir le football. C'est en fait le contraire du football solide. Ça s'oppose à ce qu'on appellerait le football solide. Donc qu'est-ce que c'est vrai que le football solide ? Le football solide, je crois qu'on voit plus ou moins ce que c'est. C'est le football orthodoxe, le football bien en place, le football dans lequel il faut obéir aux consignes, le football dans lequel l'entraîneur transmet des consignes tactiques qui doivent être appliquées par ses joueurs. Il faut rester compact, soudé, tous ces termes reviennent souvent. On parle alors de mécanique bien huilée, on parle de latérales qui sont des pistons, des milieux qui deviennent des courroies de transmission. Le football solide, en fait, est un football mécanique dans lequel on transmet des ordres. A entraîne B qui entraîne C qui entraîne D. Et donc c'est une certaine manière de concevoir le football comme une chaîne de causalité, une chaîne d'événements qui vont se produire avec au départ une intention. Intention de l'entraîneur qui aurait donc un plan tactique dont il demanderait aux joueurs qu'il soit appliqué. Voilà. Ça serait l'univers du football solide. Le football liquide, lui, c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, on verra dans ces équipes dont on parle, les entraîneurs dont on parle, on se rend compte qu'il n'y a pas d'attaquants désignés, qu'il n'y a pas que les défenseurs peuvent occuper plusieurs postes, tout le monde attaque. Tout le monde défend, pas de responsabilité clairement désignée par poste, mais plutôt par joueur, plutôt par mission aussi pendant le match. On l'a longtemps vu avec John Stones à City, on l'avait vu avec Cancelo les saisons auparavant. On l'a vu avec Rongier, souvenez-vous, Rongier à l'OM qui démarrait arrière droit, puis passait arrière central en phase de relance, éventuellement milieu. Tout ça dans une même match, selon différentes séquences de jeu. C'est typiquement ça le football liquide, c'est-à-dire des postes hybrides et des joueurs qui changent de position. On le voit encore maintenant avec Dembélé au Paris Saint-Germain qui démarre côté droit, puis passe côté gauche, puis peut se retrouver avant-centre, voire numéro 10. C'est l'idée qu'il n'y a pas de poste fixe attribué et que c'est la mobilité, l'aspect hybride des postes qui doit l'emporter. Vous me direz, avec cette présentation-là, c'est intéressant, le football liquide, très bien, merci, mais on connaît. Pourquoi inventer un nouveau terme ? Pourquoi un nouveau concept ? Est-ce que c'est un concept publicitaire ? Est-ce que ça sert à faire du business ? Est-ce que ça ressemble beaucoup au football total, en réalité. Le football total, du football total développé par Michels et Cruyff dans l'Ajax des années 70, dans le football hollandais de l'Ajax, c'est l'idée que tout le monde attaque, tout le monde défend, et que donc le pressing doit avoir lieu sur l'ensemble du terrain. Et cette idée de football qui ne fait pas le choix entre le football offensif ou le football défensif, mais tente de tout faire en même temps, est finalement assez présente dans l'histoire du football quand on regarde, parce que même ça date même d'avant l'Ajax. On pourrait faire encore plus les malins en disant que déjà dès les années 40, dans la Maquina de River avec Carlos Peucel,
On peut parler aussi des Hongrois, du 11 d'or hongrois des années 50-1953 autour d'Idé Guti et l'entraîneur Gustav Sebes, qui pratique un jeu de passe, un jeu de déplacement. Idé Guti, Puskás, Koksich, tout ça sont des joueurs qui sont très mobiles. C'est une équipe organisée autour du ballon. On peut parler même avant, dès les années 30, du Wunderteam du Gomesel, autour du Faux Neuf. Vous vous souvenez, Mathias Sindelar, qui était une sorte de Léo Messi avant l'heure, qui lui-même occupait un poste hybride, ce qu'on appelle aujourd'hui Faux Neuf. On peut parler aussi de Manchester City 1954-1956, ça mériterait une vidéo parce que c'est tellement une référence de hipster qu'il faudrait revenir dessus, avec Don Revie et dirigé par Les McDowell. Il faudra qu'on revienne sur cette période-là, mais déjà, effectivement, c'est un jeu de passe, un jeu hybride. On peut voir en France aussi le Reims de Batteux. Batteux, Kopa, Wisniewski, Piantoni. Un jeu de passe, ce qu'on appelait le football champagne. On peut penser au Racing aussi des années 50, de Paul Baron, qui pratiquait la tactique du tourbillon. On peut penser au Real, le Di Stefano. Di Stefano était un joueur réputé pour... D'ailleurs, quand vous regardez des vieux matchs du Real, vous voyez Di Stefano qui est à la fois au 6 mètres et à la conclusion, c'est-à-dire qui est un joueur omniprésent et qui occupe quasiment tous les postes pendant le match. On peut parler du football ukrainien et soviétique, du trio Maslov, Boskov, Lobanovski. Pareil, un football choral, alors ce qu'est le football soviétique, un peu différent, mais avec l'idée toujours que les postes ne sont pas prédéterminés. Le Milan de Saki, évidemment, la défense en zone, la manière de dépasser sa fonction. Un joueur comme Gullit, un joueur comme Rijkaard sont des joueurs liquides par excellence. L'Ajax de Cruyff, bien sûr, on en a parlé, des années 70. Le Barça de Cruyff, ensuite, quand il devient entraîneur dans les années 90. Pareil, avec des joueurs un peu hybrides. Je pense à Miguel Ángel Nadal, je pense à Koeman, qui pouvait jouer tantôt arrière central, tantôt milieu dans une même action. Le Barça de Guardiola, le Bayern de Guardiola, Arsenal d'Arteta, etc., etc. En réalité, le football liquide ou le football total est omniprésent. Et c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'on présente quelque chose comme nouveau, qui est une tactique qui en réalité est vieille comme le football. D'ailleurs, Marty Perarnau, dans un de ses bouquins, raconte ça très bien. Il dit que finalement, dans l'histoire du football, il y a 3 paradigmes qui s'opposent et qui dialoguent ensemble. Il y a le football offensif d'abord, qui a été le premier à apparaître. Ensuite, le football défensif, en réaction à ce football offensif-là. Vous avez toujours des équipes qui sont définies plutôt par un football offensif, plutôt par un football défensif. Et le troisième modèle, qui est le football un peu hybride entre les deux, qui ne choisit pas entre le football offensif et le football défensif, qui est le football total. Alors certains vont l'appeler football intégral, football total, et maintenant, on l'appellera football liquide. Le football liquide, c'est une manière de prendre acte des grandes révolutions du XXe siècle, les révolutions scientifiques. L'histoire des sciences a des conséquences immédiates sur l'histoire des idées. Or, les tactiques, une tactique ou une manière de concevoir le football, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'une certaine manière de penser, une certaine manière de voir les choses. Et donc, les révolutions scientifiques sont fondamentales pour comprendre ces grands paradigmes et ces grands mouvements, ces grands déplacements dans l'histoire des idées. Alors, qu'est-ce qu'a fait le football liquide? Le football liquide, il prend acte de la plus grande révolution scientifique du XXe siècle, à savoir la physique quantique. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique? C'est une réponse à Newton. Dans quel monde on vivait jusqu'à la fin du XIXe siècle? On vivait dans un monde où le Soleil était le centre du système de planètes, qu'il était le pôle d'attraction unique vers lequel tendaient tous les objets. Et dans ce que dit Newton, dans les principes mathématiques de la philosophie naturelle, il énonce une loi qui va gouverner l'ensemble du réel, l'ensemble de la nature, qui est la loi de la gravitation universelle. Il considère donc que c'est le point commun entre toutes les choses de la nature. C'est le moment où, avec Newton, on va déterminer les mouvements, les déplacements, les évolutions à partir de formulations mathématiques. La nature parle à la mathématique. Quelle est la grande révolution du XXe siècle? La grande révolution, elle s'appelle évidemment Albert Einstein, c'est la théorie de la relativité générale, et donc l'invention de la physique quantique. Qu'est-ce que c'est que cette révolution-là? Elle tient en une phrase, en quelque sorte. C'est que la seule règle de l'univers, la seule
règle de l'espace, c'est pas la gravitation universelle, c'est pas l'idée qu'il y a une seule loi qui gouverne partout, c'est exactement le contraire, c'est l'incertitude. La théorie de la relativité générale par Einstein, formulée en 1905, va montrer en réalité que le temps, qui était universel chez Newton, est en réalité relatif, et que la gravitation n'est qu'une déformation en fait de l'espace-temps. Heisenberg, en 1927, va y ajouter un élément, va y ajouter ce qu'il appelle le principe d'incertitude, c'est qui dit une chose assez simple, c'est qu'on pensait avec Newton qu'il était possible de prévoir le mouvement de toutes les particules. En réalité, on se rend compte par l'expérience et par la démonstration qu'il est impossible de savoir exactement à quel endroit va se déplacer une particule, et qu'on ne peut donc raisonner sur la nature qu'à travers des coordonnées qui peuvent bouger et donc des probabilités. Et c'est ça la révolution de la physique quantique. C'est l'idée que le réel, en quelque sorte, n'obéit plus à nos lois et qu'il est une sorte de chaos dans lequel il faut, tant bien que mal, essayer de manœuvrer. Donc cette révolution dans l'ordre de la science est fondamentale pour comprendre les grandes évolutions du XXe siècle, et notamment les évolutions philosophiques. C'est une révolution aussi dans l'ordre des pensées et des idées. Évidemment, quand vous considérez que il n'y a pas de sol fiable sur lequel vous pouvez fonder toutes vos conceptions du monde, ça change tout. Ça change votre manière d'envisager la réalité, ça change votre manière d'envisager le vivant, et en particulier, ça change votre manière d'envisager les sociétés humaines et les organisations humaines. C'est la naissance d'une nouvelle science, en réalité, qui va apparaître à partir des années 50, inventée par Norbert Wiener, qui est un mathématicien américain, qui s'appelle la cybernétique. La cybernétique, c'est quoi? La cybernétique, elle prend acte de la physique quantique, elle prend acte des évolutions, des révolutions scientifiques du XXe siècle, et elle prend acte de l'idée que les systèmes vivants sont en fait des systèmes chaotiques, ne sont pas des systèmes qui obéissent à des lois universelles, sont des systèmes qui ne fonctionnent pas de manière hiérarchique, mais de manière à travers des réseaux. Et la cybernétique, ça veut dire quoi? La cybernétique, ça vient du grec, ça veut dire simplement l'art de gouverner les hommes. Donc la cybernétique, c'est comment faire pour s'orienter dans ce chaos. C'est une application, en quelque sorte, de la théorie de la relativité générale à la sociologie et à la science des systèmes. Et donc c'est donc la naissance de la notion de système, c'est-à-dire l'idée que tout est interdépendant, que tous les éléments d'un même collectif, d'une même société, d'un même groupe sont interdépendants les uns des autres. Et c'est un peu la théorie célèbre que vous connaissez sans doute, qui est la théorie du chaos. C'est l'idée que un battement d'aile de papillon peut avoir des conséquences sur le reste de l'univers, peut provoquer un ouragan de l'autre côté de la Terre. C'est ça la théorie des systèmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de causalité directe, évidemment, entre le battement d'aile du papillon et l'ouragan de l'autre côté du monde. En revanche, il y a un lien de multifactoriel, multicausal à l'intérieur des systèmes. C'est-à-dire qu'une simple modification très légère d'un petit bout du système peut avoir une conséquence de l'autre côté du système. C'est ça la cybernétique. La cybernétique va mettre en forme ça, va essayer d'inventer en quelque sorte la science actuelle, qui est la science des algorithmes. Elle va inventer la science des réseaux. Pendant très longtemps, le football s'est tenu un peu éloigné de cette révolution scientifique. La grande nouveauté dans cette affaire, c'est un homme qui s'appelle Paco Cerullo. Paco Cerullo était l'adjoint de Cruyff et a été le directeur de la méthodologie du FC Barcelone pendant longtemps. Et c'est un homme qui vient de l'athlétisme, qui était aussi un prof en fac d'EPS, et qui a été témoin aux premières loges des intuitions de Johan Cruyff, et dont le souci, en tant que professeur, en tant que savant, était de transmettre cet enseignement-là. Paco Cerullo y a vu des intuitions, et lui, connaissant ces révolutions scientifiques et connaissant cette progression du savoir au XXe siècle, a adapté en quelque sorte les intuitions de Cruyff au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a été faire une sorte de généalogie de ces idées-là, qui lui est arrivée de manière spontanée. Évidemment, Cruyff n'est pas... c'est pas un grand scientifique. Simplement, c'était quelqu'un qui avait perçu ça dans l'air du temps. Et donc, tout le travail de Cerullo a été de mettre en forme ces intuitions-là, et donc essayer de les transmettre. Ce qu'il appelle, lui, il y a un livre qu'il a publié récemment, ce qu'il appelle, lui, l'ADN Barça. C'est ça l'ADN Barça. C'est une tentative de mettre en système, de mettre en ordre, de mettre en paradigme les grandes révolutions du XXe siècle, et en particulier celle de la cybernétique.
Alors j'en reviendrai parce qu'en France, on a quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin aussi qui a parlé de ça, et qui notamment parle du football. On fera une vidéo à ce sujet-là juste sur Edgar Morin pour bien comprendre quel est son apport dans l'histoire du football, parce qu'il est fondamental pour comprendre notamment la révolution du football portugais, mais aussi la révolution du football français. J'espère qu'elle arrivera, mais la révolution du football espagnol aussi. Les équipes sont des organismes vivants. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Rappelez-vous la phrase même de Menotti qui disait que les footballeurs sont d'abord des hommes qui jouent au football. Phrase ensuite reprise par Manuel Sergio, reprise par Mourinho, reprise par Pep Guardiola. Ce sont des hommes qui jouent au football, ça veut donc dire des personnes, des individus vivants, des êtres vivants qui pratiquent un jeu ensemble. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des pistons, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des pièces qu'on peut interchanger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une grande part d'incertitude dans la gestion. Il y a une grande part d'incertitude dans la gestion et dans la manière de se comporter, dans la manière de se lier les uns aux autres. Ce qui va intéresser Paco Cerullo et le football liquide, ce sont donc les interactions. Plutôt que de comprendre effectivement l'immense profondeur de l'être humain, on va essayer de comprendre comment il se met en relation. On va déplacer l'objet d'analyse de la personne à la manière dont il se met en relation, donc la manière dont il se met en relation sur le terrain, à travers la passe notamment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour résumer, pour être tout à fait clair et complet sur ce sujet-là ? C'est que les équipes étant des organisations humaines, elles ne sont donc pas des machines, elles ne fonctionnent donc pas comme des machines. Un organisme vivant, et ça c'est le concept important, n'est pas causal, il est émergent. Et le concept important, c'est l'émergence. Le football liquide, en réalité, c'est un football émergent. Ça veut donc dire exactement comme un ouragan a émergé de l'autre côté de l'univers quand un papillon a battu d'une aile. Donc c'est que le football liquide, ça veut dire que le football est éminemment incontrôlable, que l'idée de performance et l'idée même de prestation dans un match, dans une rencontre, est profondément imprévisible. La première chose à bien retenir, c'est que ce n'est pas une tactique. C'est évidemment pas une manière de jouer, c'est pas un 4-4-2, c'est pas un 4-3-3, tout ça n'a pas de sens. Le football liquide, c'est d'abord une certaine manière de concevoir une équipe comme un système complexe, c'est-à-dire un organisme vivant. Et un organisme vivant qui a une caractéristique principale qui est son imprévisibilité. On arrive à un paradoxe, si rien ne se passe jamais comme prévu, alors à quoi bon s'entraîner ? Le football liquide, en réalité, c'est le nom d'un problème. C'est le concept qu'on donne. Un concept, c'est ça. Un concept, ça résout rien. Un concept, ça désigne un problème. Et quel est le problème ? Et il tient en une question. À quoi sert l'entraîneur ? À quoi sert l'entraîneur si finalement le football est à ce point imprévisible ? On a tendance à penser qu'il est évident que l'entraîneur est omniprésent, et non, on voit bien qu'historiquement, il n'a pas toujours été aussi présent. Au tout début de l'histoire du football, c'était les capitaines qui étaient les entraîneurs. Les entraîneurs ont commencé à arriver, à se former à partir des années 50. Avant, c'était des personnages un peu périphériques, quoi. Ils étaient entraîneurs, mais en même temps outillés, en même temps intendants, en même temps ils tondaient la pelouse. Voilà, donc c'était pas véritablement un métier en tant que tel. La construction de ce métier s'est faite à partir des années 50, et le football liquide repose la question de la légitimité de l'entraîneur et de sa fonction. Elle repense en fait la question pédagogique en quelque sorte. À quoi sert-il d'apprendre si finalement rien ne se passe jamais comme prévu ? Le football est à mon sens l'un des sports les plus difficiles, pas parce qu'il se joue à 11 contre 11, mais parce qu'il est l'un des plus chaotiques, parce qu'il est l'un de ceux qui met l'imprévu le plus au centre. Comment ? De deux manières. Je ne veux pas vous faire une insulte en vous rappelant qu'on joue au football avec les pieds, c'est même dans le nom du sport. Donc jouer avec les pieds, ça veut dire quoi ? Ça veut dire renoncer à la préhension, c'est-à-dire la capacité d'attraper avec les mains. C'est d'utiliser un membre moteur pour attraper quelque chose, utiliser une jambe pour attraper quelque chose. Mais c'est le jeu, précisément. Le jeu, c'est ça, c'est de s'empêcher de faire quelque chose qui était naturel et d'utiliser un membre qui n'était absolument pas fait pour ça, pour un autre usage, détourner l'usage. C'est-à-dire à la fois un membre qui est exclusivement moteur, en faire un outil d'habileté. Ça, il y a une part d'adresse qui est très importante dans le football. Ça, c'est le premier truc, donc un sport qui se joue avec les pieds. La deuxième idée, c'est que c'est un jeu à score faible. C'est-à-dire à score faible. C'est-à-dire qu'on peut gagner par 1-0.
On ne gagne pas par 53 à 85, enfin 53 à 25 plutôt. On gagne avec un seul point. Un seul point suffit. Donc ça veut dire que vous pouvez ne rien faire pendant tout un match et même gagner sans à peine tirer au but. Il y en a même pour qui c'est une véritable philosophie de vie. Le minimum suffit en réalité. Et qu'il y a un déséquilibre entre le score, la manière de juger du résultat d'un match et les moyens mis en œuvre pour l'obtenir. On peut parfaitement frapper 85 fois au but et ne pas marquer. On peut parfaitement frapper une seule fois au but et marquer et gagner un match 1-0. Donc je confère Simeone, confère Mourinho, confère beaucoup d'entraîneurs, Elenio Herrera, confère Didier Deschamps bien sûr, qui parlent d'efficacité. C'est-à-dire qu'effectivement c'est parfaitement légal, parfaitement possible, et ça rend en réalité ce sport encore plus incertain. Le football est extrêmement sensible donc au contexte dans lequel il évolue. Parce que tout a une influence. L'incertitude y est fondamentale. Qu'est-ce que va amener la cybernétique ? La cybernétique, elle va proposer d'interpréter le football pour agir sur lui. Comment ? À partir de données. Et là, c'est là qu'on a vu émerger, en même temps que ce football liquide-là, l'émergence des données, des data. Elle va produire des données, proposer des modèles, définir des modèles, les interpréter, proposer des scénarios possibles, et c'est pour ça que la data, finalement, et paradoxalement, elle apporte plus d'incertitude qu'elle en apporte, parce qu'elle vous apporte différents types de scénarios d'interprétation possibles, avec une quantité infinie de données qui, je pense, à mon niveau, vont apporter peut-être parfois même plus de confusion que de clarté, mais qui vont permettre de proposer différents types de modèles de jeu, différents types de tactiques éventuellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique, le résumera en une phrase, que ça veut dire que le hasard devient une notion scientifique. C'est pour ça que la tactique devient quelque chose d'essentiel dans ce football liquide-là, et comment Guardiola, encore une fois, a amené ça avec lui. C'est-à-dire qu'on se met à discuter de choses nouvelles. Par exemple, les demi-espaces, les différents couloirs, le nombre de touches avant le ballon, la position du corps, tout ça devient essentiel. Comme on n'arrive pas à agir véritablement sur l'aspect purement technique, on agit sur le contexte, sur l'interaction, et donc toutes les interactions vont être mesurables. Donc, conséquence, le travail de l'entraîneur change de nature. C'est plus un travail mécanique de répétition du geste qui, somme toute, quand on arrive professionnel, on est censé savoir contrôler le ballon et savoir frapper du plat du pied. Le travail de l'entraîneur, et en particulier de l'entraîneur professionnel, est un travail interprétatif. Il doit non plus agir sur les joueurs directement, mais sur les contextes, sur leur contexte de joueur, sur leurs circonstances, si je puis dire. Avec le football liquide, avec ce nouveau paradigme, apparaît un nouveau langage qu'on va appeler le jeu de position. Et le jeu de position, qu'est-ce que c'est ? Paco Cerullo, qui est l'auteur du terme et l'inventeur du jeu de position, enfin l'inventeur, en tout cas le père du jeu de position, il explique très bien, il dit le jeu de position, c'est pas de la technique, c'est pas une nouvelle manière de jouer au football, c'est une nouvelle manière de le comprendre, une nouvelle manière de le nommer, c'est une nouvelle syntaxe. L'un des grands apports du jeu de position, c'est la question des espaces de phase. C'est-à-dire que le jeu ne va plus être déterminé par des gestes précis, mais par des phases, c'est-à-dire par des moments du jeu. Si le jeu s'organise autour du ballon, le fait de ne pas intervenir est lui-même une intervention. C'est-à-dire que chacun a son rôle, comme, rappelons, c'est un système. Donc chaque élément a sa place dans le fonctionnement général du système. Donc ça veut dire qu'il y a différents espaces de phase. La phase d'intervention, c'est le moment où j'ai le ballon. L'espace de coopération, c'est quand autour de moi un camarade, lui, a le ballon, un coéquipier a le ballon. Et l'espace d'aide mutuelle, où cette fois-ci je ne suis pas proche du ballon, mais mon positionnement va me permettre d'influer sur l'action. C'est-à-dire, en gros, l'ailier va aller ouvrir très largement. Ça, c'est la grande idée de Cruyff, et qui est modélisée par Cerullo. C'est l'idée que celui qui est le plus éloigné du ballon, plutôt que s'en rapprocher, doit s'en éloigner encore plus pour étirer le bloc. Mais tout ça a une conséquence. Ça veut dire que chaque joueur, en réalité, a un rôle à jouer même quand il n'a pas le ballon. J'agis véritablement en n'ayant pas le ballon. J'agis comment ? En dominant l'espace. Et ce qui compte donc, c'est désormais de dominer l'espace pour qu'au moment où une supériorité puisse apparaître, mon équipe puisse en profiter. Donc le jeu change, le vocabulaire aussi. On ne parle plus d'opposition, mais alors d'interaction. On ne parle plus de duel à remporter, mais de supériorité à générer, à travers le mouvement, à travers le déplacement. C'est l'idée du troisième homme,
c'est l'idée du positionnement de trois quarts, etc., etc. On reviendra dans le détail sur l'ensemble de la grammaire du jeu de position, mais retenez bien cette idée, c'est que l'équipe liquide devient une équipe dont la forme s'adapte à chaque situation de jeu. La grande force et le grand avantage, s'il fallait tirer un bilan provisoire du football liquide, c'est qu'il permet d'envisager le football comme un objet de recherche. Cette manière de voir le football, je crois, bouleverse celui qui s'y met. Moi, ça m'est arrivé, hein, quand je suis penché sur le football de Guardiola à partir des années 2010. Effectivement, vous prenez une claque. Vous prenez une claque parce que vous vous rendez compte en fait de toutes les choses que vous ne voyez pas. Et qu'une fois que vous vous intéressez au football de cette manière-là, vous vous en prenez pour 30 ans, c'est-à-dire vous vous rendez compte de la profondeur de la découverte. C'est ça, hein, découvrir quelque chose, c'est qu'on se rend compte de l'étendue de ce qu'on ne sait pas, de l'étendue de tout ce qui reste à connaître. Et je crois que la grande force de ce modèle-là, c'est d'avoir réenchanté en quelque sorte la connaissance tactique et la discussion tactique et la discussion autour du football. Auparavant, le football semblait un peu en décalage ou sur une autre planète. Maintenant, on se rend compte qu'il est véritablement en plein, pose exactement les problèmes que peuvent se poser n'importe quel individu dans une société humaine. Cette capacité à faire du football un objet de science et un objet de culture. Alors après, il y a des limites aussi. Je pense que malgré tout, il y a deux fragilités. La première, pour moi, c'est le risque de surcharge cognitive des joueurs. Évidemment, quand vous avez à maîtriser 50-60 concepts de jeu avant d'entrer sur un terrain, quand le moindre de vos déplacements est codifié, formalisé par une syntaxe, par un modèle, par un catalogue ou par un modèle de jeu que vous ne maîtrisez pas ou que vous maîtrisez peu, évidemment, tout le monde n'en est pas capable. Je me rappelle l'arrivée de Thierry Henry au Barça, je crois que c'est 2011, qui a énormément de mal, qui se retrouve à jouer à ailier, lui qui était un dieu vivant à Arsenal, il se retrouve à Barcelone et il ne sait plus jouer au foot. Il le dit lui-même, il dit « j'ai redécouvert le football à 30 ans, j'ai redécouvert une manière de jouer ». C'est-à-dire que le logiciel, en réalité, a complètement changé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il change et il l'adhère, et ensuite il adhère. C'est-à-dire qu'il ne revient pas sur sa vision d'avant. Alors il essaie de faire une synthèse, etc. Mais les positions et les idées de jeu, la philosophie de jeu de Thierry Henry aujourd'hui est beaucoup plus proche du Barça, alors qu'il a finalement joué assez peu. Il n'avait pas du tout été formé dans ce paradigme-là, mais il l'a adopté. Précisément pour ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a un effet heuristique en philosophie, une découverte incroyable quand on s'intéresse à ce jeu-là. Ce football liquide, c'est aussi une nouvelle forme de stéréotype. C'était la critique de Valdano aussi qui souligne la limite de ce modèle-là, le modèle de l'académisme, dit-il, où on finit par répéter, à formater des joueurs, et on perd ce qu'est l'originalité du joueur, à savoir le dribble, ce qu'est la créativité du joueur, à savoir l'imprévisibilité du joueur. À trop vouloir, paradoxalement, fonder son modèle sur l'imprévu, on s'est mis à fabriquer des ordinateurs au lieu de fabriquer des artistes. Quand on voit les joueurs formés au Barça, on a l'impression qu'ils sont fabriqués dans une machine. Quand c'est pas Busquets, c'est Bernal. Quand c'est pas Bernal, c'est Casado. Quand c'est pas Casado, c'est Pedri. Vous avez des joueurs comme ça qui se répètent, alors avec des caractéristiques propres, je sais bien, mais qui ont quand même un logiciel commun. Ouais. Alors même si Pedri n'est pas formé au Barça, mais bon, il a été suivi par le Barça très tôt. Et donc le football liquide peut être lui-même victime des stéréotypes qu'il dénonçait au préalablement. Et il peut devenir très prévisible. Ça, c'est, à mon avis, la première limite, donc la surcharge, l'idée, le conformisme, l'académisme de ce modèle-là. Et la deuxième limite, c'est qu'en réalité, si vous considérez que n'importe quelle cause minimale peut avoir une conséquence sur tout le reste du système, c'est qu'en réalité, ce que vous actez, c'est la fragilité de votre modèle. On le voit avec City. On le voit qu'il a suffi de la blessure d'un seul joueur, il a suffi d'une menace un peu sur le management et sur l'enquête de la Première Ligue sur les infractions au fair play financier, ou du départ de Tchéky Beristain, le directeur sportif, pour que l'ensemble de l'édifice s'effondre comme un château de cartes, sans qu'on puisse véritablement inverser la tendance. C'est à mon avis un des problèmes de ces entraîneurs-là, et un problème de ce modèle-là, c'est qu'on sait très bien, ils savent très bien comment administrer, manager, générer des contextes, mais si jamais le contexte s'inverse, si jamais la dynamique s'inverse, ils ont énormément de mal à retourner la dynamique. L'entraîneur est un peu condamné à enregistrer des dynamiques. Non, les dynamites, non. Des dynamites, ça peut arriver, mais non, il doit enregistrer des dynamiques, sans pouvoir véritablement les inverser.
football liquide, au fond, c'est le nom qu'on a donné à un problème. Comment s'organiser dans le football quand on sait que rien ne se passe jamais comme prévu? Comment prévoir l'imprévisible? Comment faire quand on sait que rien ne se passe jamais comme prévu? Le rapport d'un match n'est plus un rapport de force, comme on le dit souvent dans le football orthodoxe, dans le football solide. Un match n'est pas un rapport de force, c'est un rapport de sens, c'est-à-dire un dialogue entre deux protagonistes, entre 22 protagonistes, dans lequel la vertu n'est plus véritablement d'imposer ses idées, mais plutôt de regarder, d'écouter, d'étudier, de s'adapter à son adversaire, de s'adapter au contexte, de sa capacité à prendre la forme que le match réclame. C'est donc la capacité à dialoguer avec le contexte, avec le milieu. En compétition, ce qui va être la vertu, ce sera donc la faculté à interpréter les intentions du rival et ensuite notre faculté à y répondre. En un mot, dans le football liquide, pour être fort, il faut être aussi fort que l'eau, à la fois informe mais implacable. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.